Bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Dans cet épisode, nous partons dans l'univers du prêt-à-porter pour enfants, avec une marque iconique bien connue de tous, Petit Bateau, et pour la représenter aujourd'hui, son PTG, Guillaume Darouzet. Entreprise plus que centenaire, elle fut créée en 1893. Petit Bateau est depuis 1988 rattaché au groupe Rocher. J'en profite pour saluer Brice Rocher, son président, qui est récemment venu discuter ici même du groupe et des sujets de l'entreprise à mission. C'est d'ailleurs un point que nous développerons également avec Guillaume pour comprendre comment cette marque intègre déjà les dimensions RSE. Mais une fois encore, nous allons débuter notre conversation en nous intéressant aux clients du secteur du vêtement et des sous-vêtements pour enfants. Quel impact 2020 a-t-elle eu sur les besoins des consommateurs ? Quelles sont les tendances qui se sont accélérées ? Nous poursuivrons par la proposition de valeur de Petit Bateau. En quoi cette marque se distingue-t-elle des autres ? Quelle place le digital prend-il dans la stratégie de distribution ? Et comme je le disais, nous aborderons aussi les enjeux de durabilité et parlerons même de l'économie circulaire. Pour conclure, nous aborderons la relation client, comment Petit Bateau communique-t-il avec ses clients ? Peut-on faire des campagnes d'acquisition comme avant ? Et quid des réseaux sociaux ? Mais avant de commencer, Guillaume, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, avec plaisir. Alors j'ai 53 ans, marié, 2 enfants qui vivent d'ailleurs à Londres. Mon parcours professionnel a débuté dans la finance, là où j'ai appris les chiffres, la valeur, la rigueur. Et comme toi Cyril, à un moment je suis parti de cette finance pour rentrer dans la distribution. Mais avant de rentrer dans la distribution, j'ai eu une petite période de transition. J'ai fait un MBA aux États-Unis pour apprendre le marketing, répondre aux besoins clients et comprendre ce que c'était une différenciation d'une entreprise versus une autre. On est juste un élément transition. Un élément de timing, c'est quelle date à peu près quand tu vas aux États-Unis ? Quand je vais aux États-Unis, c'est la bulle Internet. C'est 97-99, ça commence. Écoute, j'appelais ma femme par de la vidéo, en touchant une touche. Il fallait lâcher la touche pour que l'entende parler. Donc voilà, c'était le tout début d'Internet. On avait nos cours sur Internet, nous, mais il n'y avait pas encore de e-commerce. Le e-commerce était venu après. Donc voilà, donc MBA 97-99. Après, je rentre au Boston Consulting Group, donc en conseil en stratégie, où j'apprends à synthétiser, à structurer. Et là, enfin, on est... Là, tu es au BCG, mais pas en France. Je suis au BCG à Londres, tu as raison. Ouais. C'est là où je rencontre mon épouse à Londres. Et après, je rentre dans la distribution, enfin, un vrai métier. Voilà, j'apprends à gérer des magasins, j'apprends à faire du e-commerce dans des sociétés comme Darty, Redoute, Cyrillus, Verbaudet, et puis très récemment Yves Rocher. Donc, c'est un peu les mêmes compétences, c'est du commerce, commerce qui soit en magasin ou e-commerce, du leadership, et puis énormément ces dernières années de gestion de changement avant de rejoindre Petit Bateau juillet dernier. Justement, c'est très intéressant. Il est vrai que tu es passé rapidement, on ne va pas aller dans le détail de tous, mais tu as cité les noms Darty, Cyrillus, le groupe Kingfisher,
Redcast, Kering à l'époque, enfin Kering depuis. Et puis ensuite, tu as intégré le groupe Rocher. Ça veut dire que tu as passé quoi, une bonne quinzaine d'années. Tu le disais, dans la transformation de beaucoup de ces entreprises du retail. Tu parles de vrais métiers, en fait, c'est parce que c'est très concret, c'est opérationnel. Comme j'aime bien le dire, on peut avoir une idée brillante, elle ne fonctionnera que si elle est bien exécutée. L'exécution, c'est clé. Qu'est-ce que, juste dis-nous-en un peu plus sur ce que tu retiens de ce que tu as vu, ou des challenges que tu as dû franchir sur ces dernières années. D'abord, tu en as plusieurs. Tu as de la gestion humaine. Quand tu fais du BCG, du conseil en strat, tu n'es pas dans la gestion humaine. Quand tu vas dans une boîte comme Darty, tu es dans la performance, elle vient des humains. Elle vient de exactement ce que tu dis. Tu peux avoir une stratégie, mais c'est l'exécution de cette stratégie qui est vraiment le plus important, au jour le jour. Donc c'est ça que j'ai appris énormément dans ce secteur de la distribution. Et puis après, comme tu le dis, le monde a tellement changé ces 20 dernières années, c'est comment tu t'adaptes à ces changements de besoins consommateurs, de la création de nouveaux services. Par exemple, le click and collect, on a été les premiers à le sortir chez Darty en 2008. C'était une initiative, aujourd'hui tout le monde parle du click and collect, mais il fallait essayer. Et ce secteur de la distribution, si tu n'essayes pas en permanence des choses nouvelles, tu es au fond du train, quoi, et éventuellement tu n'es même pas dans le train. Donc c'est cette difficulté d'estimer ce que vont vouloir les consommateurs demain. Parce qu'une fois qu'ils le veulent, c'est trop tard, si tu n'es pas prêt. Aujourd'hui c'est pareil, il y a plein de petites sociétés qui se créent, les DNVB. Bon, voilà, elles ont compris ce qu'il fallait pour les consommateurs, et il y a des grosses boîtes qui n'ont pas compris et qui se retrouvent sur le carreau. Donc c'est ça, c'est à la fois d'exécuter quelque chose bien tous les jours et à la fois d'imaginer ce que le consommateur va vouloir demain. C'est ça la grande leçon pour moi de ces 20 dernières années, de mes 20 dernières années dans la distribution. Bah écoute, la transition est toute trouvée pour parler justement du consommateur. Comme je le disais en introduction, ce qui est important dans le retail peut-être encore plus qu'ailleurs, c'est le consommateur. Finalement, vous n'existeriez pas, on n'existerait pas s'il n'y avait pas ces consommateurs. Et avant de rentrer dans la proposition de valeur de Petit Bateau, je voudrais t'entendre parler un petit peu, qu'on puisse échanger sur comment le marché évolue. 2020 a été un fabuleux accélérateur de tendance au niveau de la mode, entre guillemets, pour enfants, comment les choses ont évolué. D'ailleurs, finalement, ceux qui utilisent vos produits ne sont pas ceux qui les achètent. C'est peut-être aussi une singularité du marché dans lequel tu évolues. Est-ce que ce sont d'ailleurs plutôt des consommatrices que des consommateurs qui achètent? Voilà, comment, on va revenir là-dedans, mais globalement, toi, comment tu perçois ce marché dans lequel tu évolues? D'ailleurs, je veux bien t'entendre le définir, ce marché. Est-ce que c'est la mode pour enfants? C'est le prêt-à-porter pour enfants? Comment ça se définit? Et, comment il est interprété par toi, ce marché, et quelles sont les tendances vers lesquelles il se déplace? Waouh, question vaste. Moi, je ne me considère pas dans le marché de la mode. D'abord parce que je ne fais pas des produits de mode que je mets à la poubelle au bout de 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je suis plutôt dans un marché de basique, essentiel, de qualité, de produits de qualité. Voilà. Pour enfants, mais aussi pour les mamans de ces enfants. Donc, on va être sur du t-shirt, on va être sur de la robe simple, de l'essentiel, du basique que tu peux mettre tous les jours, mais pas le truc où tu vas le mettre pour une soirée, pour avoir l'air chic, etc. C'est pas mon marché, celui-là. Néanmoins, mes consommatrices, puisque c'est des consommatrices essentiellement, elles vont dans toutes les sociétés. Elles peuvent acheter des produits de mode, elles peuvent acheter chez Petit Bateau. Donc, dans la construction d'un portefeuille client, moi, je suis en compétition quand même avec des gens qui font de la mode. Mais moi, ce que je ne veux pas faire, c'est des produits de mode. Alors, c'est un marché, tu le disais, qui évolue très très fortement, et 2020 a accéléré beaucoup de tendances. Il n'y a pas forcément de nouvelles tendances en 2020.
Le Covid les a juste accélérés. Moi, j'en vois 4 ou 5. La première, c'est cette transformation un peu de j'achète en retail vers j'achète en e-commerce. Le Covid a accéléré forcément puisque les magasins étaient fermés, mais pré-Covid, on avait déjà des baisses très très fortes de trafic en magasin. Pourquoi ? Parce que le e-commerce est plus convenient, plus pratique. Il y a une génération aussi, des femmes de 25-35 ans qui ont un peu aussi moins de temps et qui achètent plus sur e-commerce qu'elles n'achètent en retail. Et peut-être parce que aussi le retail est un peu chiant et il n'y a pas des expériences de dingue quand je vais dans des magasins retail. Donc ça, c'est un truc qui existait depuis d'ailleurs 10 ans aux États-Unis, 10-20 ans, baisse de trafic énorme dans les centres commerciaux pour un e-commerce ou pour des petits magasins plus expérientiels. C'est la première vraie tendance. La deuxième, c'est que, et je pense qu'on en parlera, les gens achètent de la seconde main de plus en plus. Et là, le Covid a accéléré encore aussi cette tendance qui devient très 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 forte, accélération de ce marché. On parle de marché à plusieurs milliards de dollars dans le monde, avec un marché qui est même plus d'1 milliard en France. Donc c'est très significatif, ce marché de la seconde main, qui est une tendance RSE, mais pas que RSE. Tu as une autre tendance qui est des gens qui vont de marques établies vers des marques de DNVB. On a parlé des DNVB tout à l'heure, qui ont bien compris le succès de la responsabilisation sociale et environnementale, mais pas que, et qui sont que digitales, parce qu'elles ont vu ce créneau et qui sont très verticales, donc spécialistes d'un mini-secteur, alors que les grandes marques, elles sont trop généralistes probablement. Quatrième peut-être, et là on revient sur un peu ma définition de mon secteur, mais une fast fashion, une mode qui est en train de perdre pied très fortement sur à la fois le j'achète, je jette, dont les gens ne veulent plus, ou en tout cas une partie de la population ne veut plus, vers un slow fashion, des marques plus responsables, de type petit bateau, mais autres aussi. Donc on bénéficie, nous, de cet élan, alors que des marques Primark, H&M, Zara sont un peu à la peine, des Gap aussi sont un peu à la peine, on l'a vu récemment dans les journaux. Et puis peut-être une cinquième tendance, qui est là aussi depuis un bon moment, les consommateurs qui consomment moins de médias traditionnels et beaucoup plus de médias digitaux. Donc qui affecte forcément les marchés industriels, les marchés de la distribution, mais qui affecte aussi le marché de la consommation de loisirs, de magazines, de prise d'informations, non plus sur des journaux, non plus à la télé, mais beaucoup plus sur, je regarde Le Figaro et autres, sur les médias digitaux, ou les réseaux sociaux qui sont des sources d'information, bonnes ou pas, c'est un autre débat, mais en tout cas, Facebook peut devenir une source d'information. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je compléterai et irai plus loin. J'ai des ados à la maison et ils sont au courant de l'actualité en suivant TikTok, en suivant Snap, en suivant les plateformes comme ça. Ils sont tout à fait au courant. Mais c'est là-dessus qu'ils vont chercher l'information. C'est vrai qu'il y a une façon d'accéder à l'information qui est nouveau. On pourrait aussi rajouter les nouveaux médias de type brut qui proposent des axes d'interprétation de l'information nouveau. Effectivement, tout ce que tu dis est très intéressant. Est-ce que j'aimerais bien en fait t'entendre sur une dimension qui est parfois un peu étonnante, puisque effectivement les consommateurs n'étaient pas le premier à le dire, tout ce que tu viens de dire, ces tendances de fond qui s'accélèrent. Le Covid n'a pas fait émerger quelque chose de nouveau, mais a bien accéléré quelque chose qui était déjà existant. Cependant, il y a la crise économique qui vient s'ajouter à la crise sanitaire. Et la crise économique, alors peut-être qu'elle est encore un peu amortie en France, mais je ne suis pas complètement certain, puisque finalement il y a probablement un pouvoir d'achat qui diminue du fait de la mise de côté en réserve. Ça n'a jamais été aussi important. Voilà, la collecte sur le livret A. La sensibilité au prix. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y en a pour qui c'est déjà dur, d'autres qui anticipent des moments difficiles,
Donc à la fois on veut consommer, et si tu parlais, tu vois, tout à l'heure de la fast fashion, on veut consommer mieux, plus local, plus durable, mais en même temps, bah, il y a cette sensibilité au prix qui va peut-être me faire continuer à aller un peu dans le côté euh, de, de la fast fashion, tu vois. Et il y a peut-être un aspect un peu schizophrène du consommateur. Tu le ressens ça ou... Ah oui, carrément. Bah, et tu as raison. D'ailleurs, on a participé, pour aller dans ton sens, à la consultation citoyenne avec quelques marques de mode pour comprendre les attentes des consommateurs. Et leurs attentes, elles sont 200% claires. Ils veulent des produits plus naturels, ils veulent plus de seconde main, du recyclage, etc. Et en même temps, ils te disent qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat, notamment en France. Même si aujourd'hui, tu as raison, c'est atténué pour l'instant. Je crains que dans 2 ans, 3 ans, ça soit assez catastrophique. Donc, ils jonglent avec cette dichotomie. Il n'empêche que dans les chiffres, dans les faits, tu vois quand même une accélération de tout ce qui est consommation, recyclage, seconde main, Et bio. justement, la seconde main, est-ce que finalement, c'est pas une forme de réponse à cette sensibilité au prix? Je veux dire, il y a Tu as raison, parce que effectivement... tu fais quoi? Tu fais du bien à la planète et en même temps, ça te coûte moins cher. Donc oui, c'est une vraie réponse. Tu as 2 segments de consommateurs qui achètent de la seconde main. Ouais. Tu as les purs et durs j'allais dire, de la RSE qui se disent, mais il faut là, il est temps de sauver la planète. Et maintenant, hop, je ne m'habille qu'en seconde main. Tu as une génération, moi j'ai une fille voilà, qui veut acheter de la seconde main par principe RSE. Et puis après, tu as tous ceux, et c'est peut-être encore une majorité, qui achètent de la seconde main par souci d'économie, qui vont sur les plateformes comme Vinted, et ils retrouvent d'ailleurs beaucoup de petits bateaux, et qui les achètent un peu moins cher. Donc pour nous, c'est gagnant-gagnant, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'elles utilisent la marque Petit Bateau, et donc elles peuvent trouver de la qualité à un prix réduit, et puis après peut-être venir chez nous un peu plus tard. Donc on a bien ces 2 populations-là. Donc la seconde main, c'est pour ça qu'elle explose. Elle répond à 2 besoins consommateurs finalement. Ok, bon, bah merci pour un peu planter le décor du marché, on le comprend bien, enfin, et c'est intéressant d'avoir justement le point de vue d'un acteur majeur du retail alors pas dans la mode, mais dans les intemporels, les vêtements et sous-vêtements pour enfants. Justement, venons-en à Petit Bateau et parle-nous un peu de la singularité de Petit Bateau. En quoi la marque, qui est iconique, hein, je le disais en, en introduction, tout le monde a un souvenir plus ou moins intime avec un vêtement ou un sous-vêtement Petit Bateau. Je t'ai entendu le dire déjà, mais c'est vrai qu'en plus ces vêtements sont solides. Il y a eu toute une campagne de communication, je l'ai encore bien en tête avec les vêtements qui sont tirés dans tous les sens il y a quelques années pour exprimer finalement la solidité des vêtements et que ça se transmet d'un grand frère vers une petite sœur, vers un petit frère, enfin voilà, dans la famille ou entre cousins. Aujourd'hui, peux-tu nous définir cette marque qui évoque plein de souvenirs, quels qu'ils soient, à, je pense, tout le monde, mais en 2021, un 23 avril, qu'est-ce que c'est Petit Bateau? Petit Bateau, c'est la plus belle marque du monde. En tout cas, moi, c'est le plus beau job du monde que j'ai aujourd'hui de diriger cette entreprise. En fait, Petit Bateau, c'est pas le 23 avril de cette année. Tu vois. Petit Bateau, c'est depuis 1893, c'est la même chose. C'est des produits de qualité. Alors, après, tu le twistes d'une certaine façon en fonction des besoins des consommateurs, mais finalement, depuis 1893, Petit Bateau fait de la qualité. Aujourd'hui et demain, cette qualité, elle va être plutôt marketée comme de la durabilité. Pas parce que c'est du greenwashing ou du green marketing, c'est simplement parce qu'un produit Petit Bateau de qualité, il dure plus longtemps. Et c'est ça qu'on va marketer et c'est ça qui nous différencie de toute la concurrence. C'est que ton produit, il a 5 vies. Nous, en interne, on a l'habitude de dire on veut qu'un produit ait 5 vies. Que tu puisses le passer, comme tu disais tout à l'heure, de frère en frère, de cousine en cousine, et puis aujourd'hui, complètement dans la modernité du temps,
tu le passes d'inconnu en inconnu, en utilisant soit notre application, soit des plateformes type Vinted. Donc on a toujours eu cette qualité. Maintenant, elle devient, quand tu fais un produit de qualité, il dure. Et s'il dure, c'est un produit responsable. Et pourquoi il est plus responsable qu'un autre produit? Parce que si tu augmentes la durée de vie d'un produit, il y a des études dessus, tu augmentes la durée de vie de 30% d'un produit, tu réduis son empreinte écologique, énergétique de 20%. C'est un peu plus que ça d'ailleurs. C'est 23% pour être exact. Donc nous, quand on fait un produit qui a 5 vies, imagine de combien on réduit la consommation énergétique. Donc c'est génial. En fait, moi, c'est pour ça que je dis que j'ai le plus beau job du monde. C'est qu'en vendant des produits petits bateaux, je fais du bien à la planète. Et en fait, on est là pour faire du bien. On parlera d'entreprise à mission, mais on est là pour faire du bien à la planète. Et en même temps, tu habilles des enfants. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Il n'y a rien de plus beau que des enfants. Il n'y a rien de plus joyeux que des enfants qui jouent dans la nature avec des vêtements petits bateaux. Donc moi, j'adore ce que je fais. Voilà. Je suis enthousiaste. Oui, non, mais ça s'entend. C'est-à-dire que tu le caches pas. Tu peux pas le cacher. On entend bien que tu es épanoui dans ton job. C'est une entreprise finalement qui existe depuis longtemps, tu viens de le répéter, qui n'a pas fondamentalement changé, qui produit toujours des produits de qualité à destination des enfants. Et il y a aujourd'hui cette notion de durabilité parce que on en parle, mais qui existe, qui est prégnante, qui est dans l'ADN de la marque depuis longtemps, hein, en quelque sorte. C'est ça. Tu as commencé à l'évoquer 2 points, avant qu'on parle d'ailleurs de la distribution. Mais tu as parlé de l'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'aimerais bien que tu ailles un petit peu plus loin que de dire, voilà, ça fait depuis plus de 100 ans qu'on fabrique des vêtements qui se déchirent pas. Je pense qu'une entreprise à mission, ça va plus loin. Il doit y avoir des notions de fabrication qui doivent rentrer en ligne de compte. Je vais te laisser la parole dessus pour ensuite continuer cette discussion sur la seconde main. On a déjà pas mal évoqué le sujet, mais quelles sont les initiatives qui ont été prises par Petit Bateau dans ce domaine-là et quelles sont les attentes peut-être par rapport à ces sujets-là. Donc l'entreprise à mission. Alors juste peut-être avant de répondre à ta question sur l'entreprise à mission, juste pourquoi on a des produits de qualité et après je te réponds sur l'entreprise à mission. C'est qu'au départ, on choisit notre fil et on le tisse dans nos usines à Murat. Donc on a un vrai savoir-faire de bien sélectionner le fil, le coton, de prendre des fibres longues, parce que tu peux acheter du coton, il y a du mass market du coton comme du premium du coton. Nous, on achète le premium parce qu'on veut des fibres longues qui vont résister au fait que je tire la fibre, etc. Donc, en fait, c'est ce savoir-faire-là qu'on a depuis 1880 et qui fait qu'on a un produit de qualité. Donc, on a investi dans ce savoir-faire et on continue d'investir. Maintenant, je réponds à ta question sur l'entreprise à mission. C'est 2 aspects l'entreprise à mission. C'est d'abord, il faut être une entreprise rentable pour vivre. Si tu n'as pas une rentabilité, tu n'existes pas, donc derrière, tu ne feras pas du bien ou tu ne feras pas une mission. Donc il faut d'abord être une entreprise rentable pour être pérenne. Et 2, c'est de rendre à la planète ce qu'elle nous donne, c'est de contribuer au bien commun. Et nous, la façon dont on veut contribuer au bien commun chez Petit Bateau, c'est de connecter les enfants à la nature. Pourquoi on veut connecter les enfants à la nature? Parce que ça a toujours été dans la philosophie de Petit Bateau si les enfants tissent des liens avec la nature, c'est là où ils développent leur créativité. C'est en jouant, tu vois, dans la forêt, c'est en faisant des cabanes, c'est en jouant, en construisant des voitures dans la forêt ou dans ta rue ou avec des bouts de bois, que tu arrives à développer la créativité des enfants et la confiance des enfants dans leur avenir. Et en faisant ça, tu protèges la nature. Plus ils vont jouer dans la nature, plus ils vont la protéger. Et en fait, il y a une stat qui est dingue que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Tu as 40% des enfants qui ne voient pas de nature chaque semaine. Donc s'ils ne la voient pas, ils ne jouent pas dedans. Donc 40% des enfants font pas ce qu'ils devraient faire, finalement. Aller dans l'école de la vie, c'est la nature. Voilà. Et donc c'est là où tu as un énorme lien entre nous et le groupe Rocher, dont la mission, elle est, comme tu connais Brice, la mission elle est de reconnecter les gens à la nature. Nous, c'est de connecter les enfants. Et quand on réussit cette mission-là, d'éduquer les enfants à la nature, je pense que dans 1 génération, 2 générations, la planète, elle sera sauvée grâce à nous. Ok, donc l'entreprise à mission, dans l'interprétation de cette partition par Petit Bateau, c'est
connecter je passe le préambule sur la qualité et la sélection des produits, mais Ouais. la mission, c'est de connecter ou reconnecter enfants et nature. Oui. C'est ça. Et pour faire ça, pour expliquer un peu, pour faire ça, moi, ma promesse client, quelque part, c'est de créer et de fabriquer des produits, des services qui sont naturels, durables, circulaires, pour que les enfants puissent s'épanouir dans la nature. Donc des vêtements dans lesquels ils sont confortables et qui puissent jouer dehors. Qu'ils soient tachés un peu, on s'en fout. Tu vois, on n'est pas un vêtement de luxe où on va pas le tâcher, on va surtout pas jouer dans la nature. Nous, on veut faire des vêtements qui résistent au fait que l'enfant joue. On veut pas contraindre l'enfant autour d'une table ou derrière une table ou devant une télé. C'est pas du tout notre rôle, surtout pas. Ok, mais On veut ça, que je pense que l'enfant... c'est très clair. En fait, je veux dire, qui ne l'a pas vécu, effectivement, cette, euh, cette philosophie finalement de la marque, je m'y retrouve complètement. Peut-être que c'est parce que j'ai eu 3 enfants et que je suis passé par ces vêtements-là aussi. Euh, Comment ils sont fabriqués, tes vêtements? Où est-ce qu'ils sont, comment la matière première, tu as expliqué comment la qualité était recherchée au travers de la sélection de fibres longues de coton, mais il est produit où ce coton? On sait bien qu'on n'en produit pas en France. Où est-ce que où est-ce que les produits sont tissés, fabriqués? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, mon coton, il vient essentiellement de Turquie, que ce soit du coton normal ou du coton bio, euh, puisque moi je suis quasiment 50% coton bio dans mes produits, hein, et le coton bio, on sait, c'est 90% d'eau en moins pour produire du coton bio versus du coton classique. Donc notre accélération, elle va aussi vers le coton bio pour cette raison-là. Donc le fil vient de Turquie. Je l'amène en France, notamment à Troyes, pour le tricoter. Une grosse partie de mon tricotage se fait dans notre entreprise historique qui date de 1893 à Murard. C'est un savoir-faire, comme je le disais tout à l'heure, et je tricote très serré, à nouveau pour qu'il puisse résister. Ce produit, ce tricot-là, il est soit confectionné pour faire du produit fini à Troyes, où j'ai des usines de confectionnage, soit il part essentiellement au Maroc, où j'ai une autre usine ou des fournisseurs marocains qui vont confectionner des produits finis. Voilà. Donc c'est à la fois la France et essentiellement le Maroc. Je fais très peu en dehors de cette zone-là. Ok. Donc ça, c'est ensuite diffusé dans tous les pays où vous êtes présent. Raconte-nous un peu, je voudrais qu'on passe sur la distribution maintenant. On a compris la dimension, la mission de l'entreprise, on a compris finalement le process de fabrication. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est justement comment tu diffuses, comment tu vends. Il y a les points de vente, bien sûr, mais les points de vente, aujourd'hui, ils ont peut-être des missions nouvelles qui vont leur être assignées. Tu parlais de la distribution Internet. Bon, bref, on a parlé aussi de click and collect. En introduction, il y a beaucoup de notions différentes qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres dans ce qu'est aujourd'hui la distribution. On parle d'omnicanalité, on parle de commerce unifié, on parle de beaucoup de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer les forces en puissance qu'il y a dans la marque en termes de distribution, le réseau, la présence dans les pays, ce que représente le digital et les chantiers qui ont été déjà réalisés et mis en cours. Bon, bref, la distribution selon toi, Guillaume. Le sujet compliqué et qui évolue très fortement en ce moment. Quelques faits. Alors, on est une marque mondiale avec une présence encore, à mon sens, trop européenne. On est à peu près 3/4 sur l'Europe, une présence forte en France. Hein, la marque est très connue. Elle est même distribuée dans des carrefours aussi. On a nos propres points de vente. On est aux Galeries Lafayette, on est au Printemps, on est chez Carrefour. Donc on est à peu près partout en France. À l'étranger, on va être en Asie de plus en plus. En tout cas,
Ma mission aussi, c'est de développer nos ventes sur cette zone-là. Donc on est à peu près dans tous les pays du monde, on est à peu près sur tous les canaux de vente, y compris évidemment le digital. Et c'est quoi demain? Demain, c'est un peu ce que tu dis, c'est l'omnicanal, c'est des services omnicanaux qui vont faire le pont entre essentiellement mon retail et mon digital, mon e-commerce. Donc, développement du commerce unifié, sur lequel on travaille en ce moment. Donc, on va avoir des services de ship from store, de click and collect, je suis capable de commander en magasin et de me faire livrer à la maison, un produit qui n'est pas physiquement dans le magasin, etc., etc. Donc, on est en train de créer toutes ces passerelles et on sera prêt dans l'année pour faire tous les services dont je viens de mentionner. Et aussi, en termes stratégiques, on va accélérer sur le e-commerce. Là, c'était les ponts omnicanaux. Et sur le e-commerce, je vais accélérer. Pourquoi? Pour 2-3 raisons. Un, mon consommateur, Covid, pas Covid, mais encore accéléré par le Covid, est de plus en plus sur le e-commerce. Deux, moi, j'ai une cible client qui est très e-commerçante, qui est très digitale. Les femmes de 25-35 ans, quand elles ont un premier bébé, te balader en poussette, ça n'a jamais été facile. Encore plus en France, quand il y a très peu d'endroits où on peut facilement monter dans le métro, etc., avec une poussette. Et puis 3, je suis très bon en digital. En fait, Petit Bateau a démarré le digital très vite. On pourra parler de la seconde main, mais la plateforme de seconde main, elle était là en 2017, avant qu'on parle et qu'on fasse un grand ramdam de la seconde main et des Vinted et autres. Donc, on est plutôt bon sur ce secteur-là et donc on va accélérer sur ce secteur-là. Aujourd'hui, ou en tout cas en 2019, on avait à peu près plutôt 15% même de nos ventes sur le e-commerce. En 2025, je vise 50% et je pense que je ne suis pas encore assez ambitieux. Je pense qu'on fera plus que 50% de nos ventes e-commerce en 2025. Dans 4 ans, c'est la moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé en ligne. Mais en fait, c'est intéressant de t'entendre dire ça parce que ça m'interpelle sur la façon avec laquelle on peut attribuer 1 € de chiffre d'affaires à un canal. Tu as raison. Parce que finalement, quelqu'un qui commence son parcours d'achat sur son téléphone dans le métro et qui, en sortant, s'arrête dans la boutique Petit Bateau et paye in fine dans le bateau, quelle est la contribution du digital dans cet achat-là? Tu as les deux. Tu as un retail qui va contribuer à des achats et l'inverse, et tu as le digital exactement. qui va contribuer Exactement. à des achats par retail. Quand je te dis 50%, c'est vrai que c'est l'acte d'achat final est conclu ou sera conclu sur le e-commerce. En revanche, moi je suis un grand fervent de l'omnicanal, puisque j'ai commencé ma carrière dans la distribution chez Darty. Et chez Darty, on a créé Darty.com directement sur une vision omnicanal, avec ce fameux click and collect, etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est les deux canaux chez Darty qui ont fait la force de Darty. Et c'est ces deux canaux, retail et e-commerce, et ces services omnicanaux entre les deux qui font le succès d'un Petit Bateau. Donc, quand je dis 50% e-commerce, tu auras 50% sur le retail. Mais ça veut dire que c'est 50% des global. encaissements, 50% des encaissements en ligne. Voilà. Mais ça veut dire que peut-être dans 4 ans, tu auras aussi des vendeurs en magasin dont le rôle est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Tu parlais de ship from store, ça veut dire qu'aussi, quelque part, les ressources disponibles en point de vente vont également faire de la préparation de commandes et de l'expédition de commandes. Donc c'est quand même des notions qui viennent enrichir déjà une première expertise. Il y a aussi la possibilité, probablement un jour, que sur une tablette, un PDA, le vendeur en magasin viendra conclure une vente directement en reconnaissant le profil de sa consommatrice qui est en face de lui. Il dit, ah bah alors celui-là on l'a pas, on va vous le faire expédier directement, est-ce que vous voulez payer sur ma tablette? Et elle paye, la consommatrice va payer sur la tablette, mais ce sera finalement un paiement en ligne, mais réalisé en point de vente. C'est pour ça que je trouve toujours intéressant d'avoir cette réflexion autour du PNL entre le e-commerce et le retail. Finalement, est-ce que on ne parle pas simplement de commerce et on s'en fiche un peu de savoir où est-ce que l'encaissement a lieu? Tu as raison, et de plus en plus, puisque de toute façon, mes conseillers de vente en magasin, un jour, feront peut-être des live streaming sur le site e-commerce.
Donc, et c'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr. Donc, tu pourras plus affecter à un moment ou à un autre. Le seul enjeu qu'on a, nous, c'est où est-ce que j'accélère le plus possible mes services pour, quelque part, répondre aux besoins consommateurs. Donc là, on va accélérer, nous, forcément, nos services digitaux. Et puis, on va garder on parlera peut-être de relations clients, hein, on va garder cette proximité de mon conseiller de vente avec ses clients pour avoir cette humanisation, finalement, du digital dont les consommateurs ont besoin tous les jours. On le sent bien. Quand on rouvre post-Covid nos magasins, ce que j'espère le plus vite possible, on a une armada de clients qui débarquent parce que ça leur manque ce conseil, ça leur manque de rencontrer des gens. Donc les deux vont vivre. Il y aura, tu as raison, probablement plus qu'un PNL à un moment ou à un autre. Quand, j'en sais rien, quand on sentira le besoin de ne faire qu'un PNL, ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'un contre l'autre. C'est les deux ensemble pour faire du commerce et servir mon client. Et parfois, il y a un peu plus de retail, j'ai besoin de plus de physique, et parfois, j'ai besoin de plus de digital. Bon, voilà. Ouais, non, mais c'est très clair. Justement, tu l'évoquais, effectivement, la relation client, elle est clé. Elle est clé pour plein d'aspects. Parce qu'elle a évolué, parce qu'elle est en distanciel de plus en plus. Quel est, quel est le rôle du point de vente versus la distance, et alors là, il y a plein de choses qui se mélangent, hein, je le disais en introduction, à la fois le service client, à la fois la façon avec laquelle on va pouvoir faire de la promotion auprès de ses clients, qu'est-ce qu'ils sont prêts à entendre et pas prêts à entendre, probablement qu'ils sont plus prêts à entendre exactement la même chose qu'avant 2020, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur raconte, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils se saisissent eux aussi de la communication. On en parlait. Hein. Si tu fais, il y a de plus en plus de services de social listening qui permettent d'écouter sur les réseaux sociaux ce que finalement les consommateurs, les consommatrices racontent au sujet d'une marque. Est-ce que ça vient rentrer dans la relation avec client? Oui, non. Bref, chez toi, comment ça se passe? C'est probablement le secteur le plus difficile à travailler, à comprendre. Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux? C'est quasiment ta dernière question. Nous, ce qu'on décide, c'est d'abord on le regarde, on l'écoute et on essaie d'interagir pour faire finalement de nos clients ou des gens qui parlent de petits bateaux des ambassadeurs. Et on sait très bien que si aujourd'hui un ambassadeur parle en bien de la marque, ça va nous amener de nouveaux clients, mais au-delà de nouveaux clients, ça va fortifier cette marque qui, je le répète, est une marque de près de 130 ans. Donc, on est très très présent sur les réseaux sociaux et quasi que sur les réseaux sociaux. Donc là, on est en train de travailler une nouvelle plateforme de marque qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines, avec cette qualité durabilité au cœur de notre discours, mais aussi la liberté de l'enfant de pouvoir jouer dans la nature. Donc tu verras tout ça dans quelques temps. Mais on va être uniquement sur des médias digitaux, sur les réseaux sociaux, parce qu'on pense que c'est là que ça se passe, surtout avec la génération que nous ciblons. À nouveau, je le répète, on cible les 25-35. Ils ne sont pas devant leur télé. Ils ne sont pas en train de lire des magazines, ou très rarement. Ils sont vraiment sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on doit être. Hein. Tu parlais de TikTok, tu parlais de tous les WhatsApp, de Snapchat, et tous les équivalents en Asie, hein, parce qu'il y en a encore plein d'autres en Asie. Et ben on est là. Et on a investi sur ces réseaux sociaux pour les comprendre, pour les utiliser. Donc, dans notre future campagne, on va même utiliser TikTok. Bon, voilà, TikTok n'a jamais été utilisé par Petit Bateau. On vient d'abandonner Twitter. On ne voit pas l'intérêt pour notre marque Petit Bateau d'utiliser Twitter. Bon, ok, tu fous 140 caractères, so what? Pour dire quoi? Et puis ton audience, elle n'y est pas forcément. Voilà. Bon. Par contre, LinkedIn est intéressant. D'accord. Parce que notre génération, c'est plutôt des 25-35 travailleurs, cadres, souvent. Voilà, on y voit un intérêt. Et puis, ce qu'on fait est bien pour la planète. On a envie de le faire savoir aussi à tous les professionnels qui travaillent chez Petit Bateau ou qui travaillent chez les concurrents. On a envie de créer ce mouvement de fond. Et il n'y a rien de tel que d'être sur les réseaux sociaux pour créer ce mouvement de fond. Donc, on a, j'allais dire, encore un peu de relation client, pas à l'ancienne, parce qu'elle est nécessaire
tu vois, dans le CRM, elle est nécessaire. Mais comment tu Et l'utilises d'ailleurs le CRM? Parce que finalement, là, quand tu me parles des réseaux sociaux, on est sur des clients potentiels. Alors, il y a des clients existants auxquels s'ajoutent les clients potentiels. Le CRM, justement, il permet théoriquement une communication plus directe avec les clients existants. Est-ce que c'est aussi un axe que vous développez? Comment ça se passe? il a été très très longtemps au cœur du marketing, et il l'est toujours d'ailleurs, au cœur du marketing de petits bateaux, soit via les emails, soit via des envois courriers qu'on faisait. Alors, on en fait évidemment de moins en moins, d'abord pour des raisons de RSE aussi, mais pour des raisons que nos consommateurs veulent plutôt d'avoir des contacts digitaux ou sur les réseaux sociaux. Donc ce lien-là, plutôt que de l'avoir, dans le temps, il y avait des catalogues, pas chez Petit Bateau, mais nous, on a toujours été un peu plus CRM papier ou email. On est en train de le basculer de email vers les réseaux sociaux avec des contacts directement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un shift qui va vers les réseaux sociaux, mais aussi on utilise toujours des NPS pour mesurer aussi, et des services clients téléphoniques, parce qu'il y a encore des clients qui veulent avoir un contact. Donc ça, on les aura toujours, je pense, pour pouvoir répondre aux besoins consommateurs ou écouter les consommateurs. On a aussi des focus Et group comment en tu les permanence adresses, avec les des... NPS, justement? C'est les plateformes téléphoniques qui vont chercher la notation? Comment ça se passe? La notation, elle est cherchée par des emails. Mhm. On envoie des acheteurs magasins, des gens qui ont été en contact avec la marque. À partir du moment où ils ont été en contact avec la marque et on a un email, on leur demande leur appréciation de la marque et leurs commentaires pour pouvoir s'améliorer en permanence, évidemment. Et ce que je disais aussi, c'est qu'on a un pool d'ambassadeurs clients qu'on peut taper, qu'on peut inviter et leur soumettre des nouveaux services, des nouveaux produits, ou de leur dire, mais voilà, qu'est-ce qui ne va pas chez Petit Bateau aujourd'hui et qu'est-ce que vous voudriez qu'on change. Et donc, on écoute beaucoup les consommateurs comme ça. Après, à nous d'essayer des choses de temps en temps. Il ne faut pas forcément écouter le client parce que le client n'arrive pas toujours à s'exprimer sur ses besoins, donc il faut essayer des choses. Voilà. Donc, on a essayé des choses sur la seconde main en 2017 avec une application notamment. Et puis aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin sur la seconde main en reprenant tous les produits petits bateaux qu'un consommateur ne veut plus. On va lui donner la possibilité de les ramener en magasin et nous de les réutiliser, soit de les revendre, soit de les donner à des associations caritatives pour que ces vêtements ne finissent pas dans une poubelle. Voilà. Ok, donc ça veut dire que un foyer à l'intérieur duquel il y a un stock de vêtements petits bateaux dans des états finalement différents, possiblement, peut venir dans un point de vente, rapporter l'ensemble de ces vêtements-là, qui vont, en fait, ils vont être revendus pour une partie. Il y a un intérêt financier pour le client à le ramener, ou alors c'est vraiment pour l'aider à se débarrasser des vêtements. Non, non, on veut l'inciter. Alors, il y a deux choses. On veut l'inciter à ramener. Donc, il y a un intérêt financier. Mais aussi, on veut, quelque part, quand il a investi dans un produit petit bateau, quelque part, il y a un retour sur investissement. Et on veut lui montrer que la qualité petit bateau, c'est un investissement. Ce qui était une des premières publicités, d'ailleurs, de petit bateau, il y a presque 100 ans, qui était de dire, investissez dans la qualité petit bateau, vous aurez... vous allez faire des économies. Ben, c'est un peu ça. Donc nous, on va redistribuer cette économie, donc rendre une valeur au client, et puis nous, on va essayer de le revendre, pas pour faire un modèle économique rentable, mais on estime que ça contribue à la force de la marque, à renforcer cet aspect de la marque qui est cette qualité, durabilité circulaire. Bon, écoute, je pense que c'est un super mot de la fin, Guillaume. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que tu as l'impression que finalement, il y a un point qu'on n'aurait pas abordé qui te tient à cœur d'aborder? Non, le point vraiment qui me tient à cœur, c'est que il faut sauver cette planète. Et il faut qu'on y aille tous. Petit bateau y contribue. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, et il faut aller encore plus loin. Moi, j'ai un énorme combat qui est, je suis anti-fast fashion maintenant et je suis anti-plastique. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin tous sur le plastique, à éliminer le trop de plastique que nous utilisons tous, que ce soit quand on mange, mais que ce soit aussi quand on crée, on fabrique des produits, tous les polybags, tous les cintres en plastique. Moi, c'est mon combat à l'heure actuelle. On va
supprimer tous les cintres en plastique dans 15 jours de nos magasins. On va supprimer au fur et à mesure tous les polybags parce que c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça à détruire la planète. Voilà. Donc ça, c'est mon combat et j'espère que vous serez nombreux en m'écoutant à rejoindre ce combat. Eh ben, écoute, merci, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Guillaume d'être venu partager avec nous finalement l'expérience petit bateau et puis ton niveau d'expertise. Merci à Comexposium, organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages via LinkedIn ou lesdigitaldoers.com. Guillaume, je pense qu'on peut te retrouver sur LinkedIn, c'est ça? Si quelqu'un qui veut te suivre, LinkedIn est le bon endroit. Avec grand plaisir. Bon, voilà. Pour poursuivre le combat. Voilà, exactement. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci Cyril.